Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. Bonsoir et bienvenue dans ce grand rendez-vous d'information. Nous allons ouvrir cette édition dans un instant avec l'actualité locale qui sera présentée par Mariama Diomboba qui est déjà dans ce studio. Bonsoir Diombo. Bonsoir Maïmouna. Bienvenue et à tout de suite. Abdoulaye Bari, porte-parole du mouvement syndical, est l'invité de Film Soir. Notre journaliste Mamadou Ouidialo va évoquer avec lui les négociations portant sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires guinéens. Vous les entendrez plus tard sur notre antenne. Dans l'éditorial, Habib Yamberen Diallo va revenir sur les agissements de certains jeunes à Conakry face à la récurrence des accidents de la circulation. Bien d'autres sujets et rubriques viendront compléter ces titres. Mamadou Touré conduit la partie technique de ce soir et je suis en compagnie des sections politiques, culturelles et sportives de votre radio. Bienvenue de nouveau à tous. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. Comme annoncé, nous allons ouvrir donc ce grand rendez-vous avec l'actualité locale. Rebonsoir Diombo. Rebonsoir Mamouna, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les 24 mois de transition convenus avec la CEDEAO seront bel et bien respectés. Ainsi sont les conclusions de la 7e réunion du comité de suivi des conclusions de dialogue politique interguinéen tenu ce mercredi à la primature. Plus de détails, c'est dans ce journal. Multiplication de dénonciations et plaidoiries à l'endroit des autorités du pays suite à la poursuite judiciaire engagée à l'encontre des 13 journalistes. Amnesty International Guinée plaide pour l'abandon des charges. Des détails, c'est dans un instant. Enfin, assassinat d'un jeune conducteur de mototaxi à Mamoun. Selon le maire de la commune de Missira, le manque d'agents de sécurité serait la cause fondamentale de l'ampleur de l'insécurité dans la région. Plus d'explications dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Film FM à Guinée. Je vous le disais donc dans un instant, aucun retard n'est enregistré dans l'exécution du chronogramme. Les 24 mois de transition convenus avec la CEDEAO seront bel et bien respectés. Telles sont les conclusions de la 7e réunion du comité de suivi des conclusions du dialogue politique interguinéen tenu mercredi à la primature. Une thèse que contestent les partis politiques, membres des forces vives qui accusent déjà le CNRD et le gouvernement de préparer l'esprit des Guinéens à un glissement de calendrier. Tcherno Alpha Ibrahima Baldi. C'est la 7e fois que les membres du comité de suivi des conclusions du dialogue politique interguinéen se retrouvent pour évaluer la conduite de la transition. La rencontre a été présidée par le chef du gouvernement en présence des 3 facilitatrices. Les 10 points inscrits dans le chronogramme ont été totalement passés en revue. Ousmane Dadi Kamara, membre du comité, soutient que les lignes ont considérablement bougé. Nous serons dans le délai parce que, à ce qui concerne le RPH 4, nous avons vu déjà que les matériels sont acquis. Le gouvernement a mis les moyens qu'il faut à la disposition du ministère du Plan. On a vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau des lois qui vont nous permettre d'engager l'identification et commencer le PNR avec. Le processus de mobilisation des 600 millions de dollars pour financer le processus électoral a été aussi discuté. Sur la question, un consensus a été trouvé, informe Ousmane Dadi Kamara. Il n'est pas dit, par exemple, qu'il faut qu'on ait les 600 millions pour aller aux élections. Mais au fur et à mesure, les montants qui seront acquis, le travail va se dérouler ainsi de suite. Du côté des partis politiques, membres des forces vives, on estime qu'il n'y a aucune visibilité dans l'exécution du chronogramme de la transition. Édouard Zotomou pense déjà à un glissement de calendrier. Les faits sur le terrain sont en train de contredire les dispositions qui sont en train d'être annoncées quant au respect du calendrier. Ce qui est sûr, c'est que les démarches sont en cours déjà pour que la durée de la transition puisse être prolongée. Quant à la plateforme qui regroupe les partis politiques de Lansana Kouyaté, Baouri et Faya Milimono, elle dit attendre toujours la réponse du président de la transition au mémorandum qu'ils ont déposé sur sa table depuis 2 mois. Parlons à présent des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans un décret lu mercredi au soir sur les médias d'État, le président de la transition a procédé à la nomination de plusieurs O4 dans ces différentes institutions d'enseignement supérieur du pays. Un acte salué par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Le secrétaire général du SNAESURS en abrégé apprécie cette vaste opération de remaniement. Lansana Yansane invite les promus à plus d'actions pour une formation solide et compétitive. Amadou Diallo.
Cette opération de remaniement a touché plusieurs instituts supérieurs et universités publiques ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Selon l'Ansana Yansane, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, cette décision va mettre fin à une crise de leadership. Il argumente. Aucune institution d'enseignement supérieur ne peut évoluer sans avoir, n'est-ce pas, un responsable, un leader visionnaire. Quand je prends le cas, n'est-ce pas, de Symphonia, Symphonia a tout, mais la difficulté est que celui qui est là, il n'était pas un leader, n'est-ce pas, visionnaire. Parmi les grands principes du système éducatif moderne figure le réajeunissement perpétuel des responsables pour une formation de qualité. D'après le syndicat, cette vision tant réclamée depuis des décennies a été prise en compte par les autorités. L'heure est à la jeunesse. C'est les jeunes qui doivent diriger maintenant les institutions et qui correspondent, n'est-ce pas, à leur temps et qui doivent s'adapter aux besoins de l'actualité. Parce que à l'heure où il est comme ça, l'institution, l'université doit avancer avec la nouveauté. Au promu, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique reste clair. Le résultat sera le seul et l'unique critère d'évaluation durant cette nouvelle année universitaire. Chacun doit se battre de son côté pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, un changement. Et nous veillons, n'est-ce pas, de près en tant que syndicalistes. Tout leader qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à s'inscrire dans la logique, n'est-ce pas, de changement, nous serons prêts, n'est-ce pas, à le dégager et le faire remplacer. Cette opération de remaniement au niveau des instituts supérieurs et certaines universités publiques peut-elle apporter un nouveau souffle à l'enseignement supérieur? Rendez-vous l'année prochaine pour une réponse précise. Et les affaires inscrites ce jeudi au rôle de la Chambre du jugement de la CRIEF ont été toutes renvoyées à la semaine prochaine. Ce renvoi s'explique par la tenue ce jour de la cérémonie d'ouverture de la semaine de l'avocate guinéenne, organisée par le Réseau international des avocates, en collaboration bien sûr avec le barreau de Guinée. Aboubakar Sidiki Kamara nous fait le point. Parmi les affaires qui étaient inscrites au rôle de la formation de la Chambre de jugement de la CRIEF ce jeudi, figurait celle de l'ancien directeur général de la Société des eaux de Guinée. Mamadou Djoulde Diallo et son directeur comptable sont tous deux poursuivis pour les faits présumés de faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption. À l'ouverture de ce procès le 12 juillet dernier, les prévenus ont nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés. Depuis, cette affaire qui a fait l'objet de multiples renvois n'a jamais connu de débat au fond. La Cour de répression des infractions économiques et financières soupçonne Mamadou Djoulde Diallo et Ousmane Kourouma d'avoir détourné la somme de 3 milliards 678 millions 461 000 francs guinéens, prétextant que cet argent devait servir à l'achat de matériel et au paiement des loyers de certaines agences de la SEG. La prochaine audience devant la Chambre de jugement de la CRIEF sera déterminante. Elle permettra à la partie civile de présenter ses arguments contre les accusés. C'est un gifle qui l'a conduit à l'hôpital. Il s'agit d'Alcieniba, un chauffeur de l'entreprise de transport Chelam. Ce jeune homme, présentement alité au Camboiro, a du mal à parler après une agression physique imputée à un certain Koné, un agent de la gendarmerie de Kolia, localité située à Boufa. Âgé de 25 ans, la victime doit subir une intervention chirurgicale dont le coût s'élève à plus de 15 millions de francs guinéens. L'entreprise pour laquelle il travaille a porté plainte pour coups et blessures volontaires. Ce jeudi, notre reporter Mohamed Jinab Souma est allé à sa rencontre. Suivez son reportage. Nous l'avons trouvé allongé dans son lit de malade au Camboiro ce jeudi. Visiblement très affaibli, il lui était difficile d'ouvrir les yeux pour le faire parler. Kerno Momodousso, qui l'a transféré de Boki jusqu'à cet hôpital, tente de lui demander son nom, une question à laquelle il a répondu difficilement. Ce jeune homme qui nous a reçus sur place revient sur les faits. La scène s'est déroulée le mardi dans les environs de 22h. Notre chauffeur avait quitté Kamsar pour Boké, où il a débarqué des produits. Donc à son retour pour Conakry maintenant, il est venu jusqu'à Kolia. Les gendarmes l'ont arrêté pour lui demander des papiers, donc il est descendu. Il a commencé à avoir une discussion un peu tendue avec le gendarme en question. Entre-temps, le gendarme en question a donné une paire de gifles au chauffeur en question. Il est tombé par la tête. La gifle d'un gendarme relevant de la gendarmerie de Kolia qu'il a reçue lui a été fatale. Pour recouvrer sa santé, Alcieniba doit suivre une intervention chirurgicale qui est estimée à plus de 15 millions de francs guinéens. Il est dans un état critique. D'après les analyses des médecins et le scanner qu'ils ont fait hier, ils disent qu'il a fait un AVC, il a du sang dans la tête, qu'il doit faire une opération
pour essayer de nettoyer le sang qui se trouve dans sa tête. En ce moment, les médecins ont dit que le coût de l'opération c'est 15 640 000. Pour Thierno Mamadou Sow, l'établissement Chelem ne compte pas abandonner cette affaire. On est en train de chercher à savoir d'abord comment va être l'état de Alseni. Maintenant, après ça, nous allons continuer maintenant avec la plainte parce que même si Alseni est guéri, mais il faudra porter plainte contre l'agent qu'il a agressé pour coups et blessures. Pour le moment, ce chauffeur de 25 ans, originaire de Télimilé, continue de cet ordre de douleur avant son opération. Dossier journaliste à présent, un journaliste technicien dit avoir été victime d'agressions physiques et verbales de la part d'un agent de police ce lundi à Wanindara dans la commune du Ratoma. Selon Youssouf Bangoura, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'agent en question se serait jeté sur lui pendant qu'il tentait de corriger sa petite sœur. Il est grièvement blessé à la tête. La victime parle d'un règlement de compte puisque, dit-il, il existerait des antécédents entre son prétendu agresseur et lui depuis maintenant 5 ans. Mawa Evasila, reportage. L'acte s'est produit lundi aux environs de 23h. Youssouf rentrait du boulot lorsqu'il a aperçu sa sœur derrière la cour avec son petit ami. Et c'est quand il aurait essayé de corriger cette dernière qu'il s'est fait agresser et bastonner par un militaire dans son propre domicile. Il raconte les faits. Le lundi, c'est moi qui a trouvé ma petite sœur dehors à partir de 23h et quelques, qui devrait aller à l'école le matin. Elle fait la 11e année cette année. À l'enceinte de la cour, j'ai trouvé ma petite sœur avec son copain, soi-disant ami. Parce que dès que je l'ai vu, j'ai dit, pourquoi tu es arrêté ici? Il me dit, je suis arrêté ici, tu crois que je suis avec mon copain? J'ai dit, non, moi je ne t'ai pas demandé, je t'ai dit de rentrer à la maison. Il dit que non, que lui ne rentre, qu'il n'a aucun droit sur moi. Youssouf Bangoura, technicien de profession, aurait aussi subi des violences verbales de la part de l'agent en question. Je l'ai forcé de rentrer à la maison, je l'ai corrigé. Dès que je l'ai corrigé, les gens sont venus. Le policier est venu. Dès que lui il est venu, il me dit que lui c'est un drogué. Il se prend au teint. Il s'est déplacé, venu jusqu'auprès de moi sur ma véranda, descend dans la voiture et me dit de me taire. J'ai dit, bon, toi tu as quel droit pour me dire que je vais me fermer? Directement, il s'est jeté sur moi. Il m'a donné un coup de tête. Il m'a donné le coup de poing. J'ai vu maintenant ma tête était brisée. Le sang coulait sur moi. Après cet acte que Youssouf Bangoura qualifie d'ailleurs de violation de domicile, une plainte a été tout simplement portée contre son agresseur. J'ai porté plainte. Hier, je suis parti à l'inspection générale de la police. J'ai déposé ma plainte et en fait, ils m'ont suggéré de partir à l'hôpital d'abord, prendre des ordonnances et la facture. Amener ça. Aujourd'hui, on doit commencer l'audition. Youssouf Bangoura ne compte pas laisser l'affaire. Il dit être déterminé à aller jusqu'au bout dans cette démarche déjà engagée. Et puis souvenez-vous, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, a protesté le lundi 16 octobre à Kaloum pour réclamer la levée des restrictions imposées au site Guinée Matin et Inquisiteur. Lors de cette manifestation pacifique, plusieurs journalistes ont été interpellés et d'autres blessés, dont Ibrahima Foulamoriba, reporter chez Courrier.com. Joint au téléphone par notre rédaction ce jeudi, il nous explique comment il vit depuis son agression. Reportage Alseni Diallo. Depuis lundi 16 octobre 2023, jour de manifestation organisée par le SPPG à Kaloum, Ibrahima Foulamoriba, journaliste chez Courrier.com, se promène nuit et jour avec un collier cervical. Il a été passé à tabac lors de la marche pacifique appelée par le syndicat. Jusqu'à nos jours, il a du mal à se remettre. Il explique. Je ressens toujours les douleurs, ça persiste. Nous avons fait les visites, il nous a prescrit des examens à faire. J'ai fait 3 radios. L'autre, j'ai fait au niveau de mon nuque. L'autre en face au niveau de ma gorge, en bas du manteau. Et la 3e radio, c'est au niveau des côtes, parce que j'avais reçu des coups au niveau des côtes aussi. Là où le médecin a détecté des problèmes, des anomalies, c'est au niveau du cou. Souffrant et alité, il dit avoir reçu aucune aide, mis à part celle de sa rédaction et du patron du site d'information Guinée Matin. Pour le moment, si c'est pas l'assistance de mon frère Nou Baldé, le patron de guinématin.com et ma rédaction, je n'ai pas encore reçu de soutien. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'autres soutiens si ce n'est pas à travers nos confrères journalistes qui viennent m'interviewer. Selon lui, ce qui est arrivé le 16 octobre est une bavure policière. Il pense que l'agent qui l'a frappé voulait en finir avec lui. La manière dont il m'a tapé au cou, il m'a tapé au nuque, c'est un endroit, c'est une partie du corps stratégique de l'homme. Si quelqu'un se hasarde à te taper au cou, il est agent de sécurité, il connaît les parties dans lesquelles on peut frapper un homme, une personne et l'éteindre d'un coup. Raison pour laquelle l'agent en question, il voulait atteindre à ma vie. Sinon, il n'allait pas me taper à la nuque. Une plainte sera donc formulée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, a précisé la victime Ibrahima Foulamoriba, journaliste chez Courrier.com.
4 jours après la poursuite judiciaire engagée contre 13 journalistes, dénonciations et plaidoiries se multiplient à l'endroit des autorités du pays. Amnesty International Guinée plaide pour l'abandon des charges portées contre ces journalistes. De leur côté, les associations de presse, elles, rappellent que les droits fondamentaux sont reconnus par la loi organique du 22 juin 2010 ainsi que l'article 8 de la Charte de la transition. Aminata Keita. Les réactions se multiplient suite à la poursuite judiciaire engagée contre les 13 journalistes interpellés après avoir manifesté pour réclamer la levée des restrictions imposées au site Guinée Matin bloqué depuis plus d'un mois. Le directeur d'Amnesty International en Guinée rappelle que l'interdiction systématique de manifester décrétée par les autorités est contraire aux normes internationales de protection des droits humains guinéens. Souleymane Sow. Nous appelons les autorités guinéennes à abandonner cette charte parce que pour nous, les journalistes n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait qu'exercer leurs droits. Surtout que ce droit qu'ils exercent sont reconnus dans le droit international et que la Guinée est partie de toutes ces conventions et traités internationaux qui reconnaissent cette liberté d'expression et la liberté, le droit de manifester pacifiquement. C'est pourquoi le directeur d'Amnesty International Guinée invite les autorités à respecter leurs engagements pour garantir la liberté d'expression et la liberté de la presse dans le pays. Nous ne pouvons qu'appeler les autorités à garantir la liberté d'expression et la liberté de la presse, tel que inscrit dans les conventions internationales, tel que s'est engagé les nouvelles autorités dans la charte de la transition. Même son de cloche chez les associations de presse qui interpellent à leur tour les autorités guinéennes. Kadia Touré, présidente de l'association des femmes journalistes de Guinée. Nous exhortons les autorités à abandonner cette procédure à l'encontre de ces journalistes qui n'ont fait que dénoncer les entraves à la liberté de la presse acquise après de longues luttes. Cet acquis doit être préservé. Pour rappel, ces professionnels des médias ont été inculpés pour participation à un attroupement illégal sur la voie publique. Direction l'intérieur du pays, le phénomène d'insécurité prend de l'ampleur dans le pays. À Pita, situé dans la région de Mamou, un jeune conducteur de moto-taxi a été sauvagement assassiné par des inconnus qui ont emporté sa moto. Le crime s'est produit ce mercredi au quartier Missira dans la commune urbaine de Pita. Ce crime crapuleux est vigoureusement dénoncé par le maire de la commune. Amadouri Diallo déplore le manque d'agents de sécurité pour juguler le phénomène d'insécurité. À la baie également, le syndicat des transporteurs de taxi-moto annonce une batterie de mesures pour mettre le grappin sur les malfrats qui s'attaquent aux conducteurs de taxi-moto. Amadou Ribari, décryptage. Les attaques à main armée sont récurrentes dans la préfecture de Pita, située dans la région de Mamou. Cette fois-ci, la victime est un jeune conducteur de taxi-moto. Selon nos informations, Mamadou Djouma Diallo, fils d'un tisserand, a été assommé par des inconnus qui ont par la suite emporté son engin. Amadouri Diallo, maire de la commune urbaine de Pita, explique les circonstances de ce drame. Hier, vers les 20h-21h, un jeune taxi-moto a été victime d'un coup de canon et aussitôt il a rendu l'âme. C'est vraiment une préoccupation et un profond regret. Selon le maire, les attaques à main armée, le vol et le viol sont des pratiques qui sont habituelles dans la préfecture de Pita. Une montée de l'insécurité qui s'explique par le manque d'agents de sécurité, explique le maire Amadouri Diallo. Bon, il n'y a pas suffisamment d'effectifs, mais au niveau de tous les corps, parce que en réalité, si les effectifs ne suffisent pas, et parfois on est tenu obligé de vivre des difficultés. Tout comme à Pita, les conducteurs de taxi-moto de la préfecture de l'Abbé sont aussi la cible des présumés malfrats. Une situation qui préoccupe leur syndicat. Alseni Baldé, secrétaire général adjoint du syndicat USTG de l'Abbé, annonce des mesures pour combattre le phénomène d'insécurité. Maintenant, quand il y a un problème, le conducteur appelle directement soit un contrôleur ou un chef de gare qui va tenter de gérer la situation. Au cas où ce dernier n'arrive pas à résoudre la problématique, il remonte à notre niveau. Sur la route nationale Mamou Farana, un éleveur a été victime d'une attaque à main armée. Selon nos informations, les présumés coupeurs de route ont tiré sur Elage Taïrou et emporté son argent. Cette recrudescence de l'insécurité dans le pays est dénoncée par des citoyens qui déplorent l'indolence des autorités à combattre le phénomène. À la baie, rien ne va entre la centrale syndicale des mototaxis section CNTG et celle de leurs camarades de l'USTG. Pour cause, les conducteurs de taxi-moto affiliés à la CNTG sont accusés de détournement de la part de ceux de l'USTG. Selon nos informations, le mis en cause, Tcherno Abdourahman Pamel Diallo, est accusé d'avoir détourné plus de 40 millions de francs guinéens, un montant issu des recettes versées par les conducteurs de taxi-moto, joint ce jeudi par notre rédaction. Le secrétaire général adjoint de la section syndicale CNTG
CNTG de la Baie dément catégoriquement ces allégations de Moromi, j'y arrive, Diakité. On écoute Alcéni Baldi. C'est hier qu'on a reçu un courrier et des appels de toute la presse locale et nous informant que nous sommes accusés de détournement. Au début, on parlait de 70 millions et ensuite, ils ont parlé de 50 millions. Et maintenant, là, il a parlé de 40 millions. Donc, pour nous, c'est des gens qui sont désorientés, qui ne savent pas ce qu'ils parlent, donc parce qu'ils n'ont aucune preuve. Mais néanmoins, nous leur avons dit que c'est à l'accusateur de fournir les preuves s'il nous accuse vraiment de détournement, quitte à d'aller fournir les preuves et de tester même en justice. Nous n'allons pas prendre leur pied pour ça, mais jusque-là, c'est-à-dire c'est de futilité, c'est de la jalousie, parce que maintenant, à leur niveau, disons, c'est l'extinction de leur section syndicale et maintenant, pour exister, ils sont obligés de s'attaquer à nous, c'est tout. Depuis près de 2 mois maintenant, la préfecture de Koya et ses environs sont confrontés à un délestage du courant électrique. Cette situation impacte négativement les ménages et les activités des citoyens de cette partie du Grand Conakry. Ce sont notamment les soudeurs, les restaurateurs et les pharmaciens. La plupart d'entre eux font recours aux groupes électrogènes pour alimenter leur lieu de service. C'est un reportage de Mohamed Karba Bangoura. À la rentrée de la pharmacie Sambaya située au quartier centre, on aperçoit un groupe électrogène qui ronronne. Il sert à alimenter la pharmacie de Aimé Césaire Lama, une situation que ces pharmaciens trouvent insupportable. Actuellement, le courant de Koya là n'est pas stable. On a un groupe ici, le moteur est là. Dès que le courant part, on voit à un certain 30 à 1 heure du temps. On peut voir si le courant ne vient pas, on peut allumer le groupe, on débranche les frigos. Avec le clim et le groupe, ça peut fonctionner dans les meilleures conditions, à ce que les produits soient bien climatisés et que la température soit stable. Au restaurant Rue 16, au quartier Soumaya Plateau, il y a des climatiseurs partout. Mais par faute de courant, ils ne fonctionnent pas. Les clients sont donc obligés de consommer dans la chaleur. Mariam Baldé est gérante. Pour éviter les pertes, de nous aider à avoir le courant intact dans le restaurant, parce que ici là à chaque fois on n'utilise que le moteur. J'ai besoin de nous aider à avoir le courant pour que le restaurant marche. Des fois on jette des manger ici parce qu'il n'y a pas le courant, parce que quand il rentre, s'il y a la chaleur, il ne peut pas rester. Même son de cloche chez Souri Massari, propriétaire d'un restaurant au quartier kilomètre 54. Ces jeunes évoquent les pertes qu'ils enregistrent à cause du manque de courant. Moi-même, ça risque d'endommager nos appareils. Ça vient, ça ne dure pas et puis ça repart aussi en un clin d'œil. Quand on branche le congélateur, ça peut faire comme ça 2 heures, voire 3 heures, le courant n'est pas là. Donc ça va jouer forcément sur les aliments qui sont à l'intérieur, parce que sans le courant quand même, avec le stock, ça va beaucoup jouer. Malgré le manque de courant, les factures d'électricité tombent régulièrement, déplore Amadou Gul de Baldé, maître soudeur. On envoie des factures ici, des fois 700, 800, 2 mois. Mais s'il n'y a pas de courant, on ne peut pas payer, parce qu'on est là pour ça. Tu vas venir, ton atelier, tu t'assois de 8h à 12h. Le courant vient à 15h, à 16h, 18h, c'est parti. Comment tu vas travailler? De la préfecture de Koya jusqu'à Fourikaria, en passant par Mafrenya, on constate la même réalité. Les populations de ces localités désemparées ne savent pas à quel sens se vouer. La guerre en Israël et le Hamas dure depuis plus d'1 semaine avec un bilan humain lourd sans compter les dégâts matériels considérables. Près de 3785 morts à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne et plus de 1300 morts côté État hébreu. En dépit d'une intense activité diplomatique pour une sortie de crise, Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Explication Mamadou Diallo. La guerre entre Israël et le Hamas dure plus d'1 semaine avec un bilan humain lourd sans occulter les dégâts matériels considérables. Près de 3785 morts à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne et plus de 1300 morts côté État hébreu. Une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait des centaines de morts dans un hôpital de Gaza mardi 17 octobre. Le drame, dont l'origine est encore inconnue, a provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman. L'aide humanitaire devrait commencer à entrer à Gaza ce jeudi en fin de journée ou vendredi, annonce le président américain Joe Biden lors d'une visite éclair en Israël. Le locataire de la Maison-Blanche a profité de sa visite pour réaffirmer le soutien inconditionnel des États-Unis à l'État d'Israël. Sur place, les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément les camions d'aide humanitaire au 13e jour d'une guerre meurtrière
qui se poursuit en dépit d'une intense activité diplomatique. L'attaque lancée par le groupe militant palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre dernier était sans précédent en termes d'ampleur et de violence. Cela s'est produit sans avertissement, mais est le résultat de décennies de tensions entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est sur cet élément de Mamadou Diallo que prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez évidemment suivre nos programmes sur Film FM Guinée et sur nos différents canaux digitaux. Merci beaucoup, Diombo. Il est 18h26 ici à Conakry. Je vous reprends juste après coulisses. Ce soir, justement, nos auditeurs vont entendre Dr Mamadou Sangaré et Sophie Daniel Kourouma. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmounasso. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Deux sons à écouter dans cette rubrique. Tout d'abord, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage à satisfaire les conditions de la Fédération syndicale professionnelle de la santé. Ce jeudi même, les cadres du département ont procédé à la remise d'équipements et de protection individuelle du personnel de santé. Le docteur Mamoudou Sangaré, qui a représenté le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à cette cérémonie, explique ici que les besoins du secteur sont énormes, mais qu'ils sont déterminés à pallier les problèmes progressivement. On l'écoute. Les besoins sont incalculables. C'est un don, ça a tout son sens dans le contexte guinéen. Ne serait-ce que la région de Conakry, nous sommes à plus de 4000 agents de santé. Et donc, pour nous, apporter de l'aide dans le sens de la protection des agents de santé, ça y va dans l'intérêt non seulement des agents de santé, mais aussi à cette population bénéficiaire des services de santé. Et donc, pour nous, c'est une satisfaction. Effectivement, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que personne n'est resté en marge de cette activité. C'est-à-dire que ces blouses-là sont pour la région de Conakry. Et qui parle de la région de Conakry, parle des 5 communes, mais y compris Kassa. Les blouses, les équipements de protection individuelle, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est pour nous protéger. Mais aussi, c'est un symbole, parce que c'est notre identifiant. Donc, si vous voyez un médecin, un prestataire ou un agent de santé dans la cour qui n'est pas en blouse, ne le prend pas pour un médecin ou un agent de santé, parce qu'il s'identifie par cette blouse-là. Et c'est aussi un symbole d'engagement, de passion qu'on a pour ce métier-là, mais également ce qu'on a à donner aux patients, parce que ça rassure les gens qui se déplacent des différents quartiers pour nous voir, pour utiliser nos services. Des blouses, des gants constituent des moyens vitaux de protection des professionnels contre les éclaboussures, des liquides biologiques souillés ainsi que des produits chimiques. Ce geste du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure Sophie Daniel Kourouma, secrétaire générale de la Fédération syndicale professionnelle de la santé affiliée à la CNTG. Je vous propose de l'écouter au micro de Alkali Daouda Dafé. Le syndicat, c'est celui-là qui anticipe. Depuis que nous avons signé notre statut particulier en 2008, en 2012, nous avons déposé une plateforme là où nous avons inscrit 13 points de revendication. Et parmi ces 13 points figurait effectivement le problème d'équipement de protection pour les travailleurs et les travailleuses. Donc vous voyez que nous avons déjà été très alertes. Et en ce moment, nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé qui avait l'obligation de doter le personnel de santé 2 fois par an de blouses et d'équipements régulièrement les structures sanitaires en matériel de protection. Entendez par cela tout ce qui corrobore à la protection du personnel de la santé. Nous apprécions hautement. Nous l'avons dit, c'est la 2e fois qu'il y a cette répartition. Mais depuis l'avènement du CNRD, il faut le reconnaître, il y a 2 ans qu'ils sont pratiquement au pouvoir et nous avons signé ce protocole-là depuis 2017. Et c'est en 2019 qu'il y a eu la première répartition. Et depuis qu'ils sont là il y a 2 ans, et voilà qu'il y a la 2e dotation. Donc nous apprécions. Mais nous avons dit que nous espérons que ça continue. Vous êtes bien en direct de Film Soir. Merci de vous informer chez nous. Passons à Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Les usagers de la route Koya-Forekaria s'insurgent contre les tracasseries policières au niveau des barrages érigés tout au long de cette route. Ils pointent du doigt principalement la brigade mobile qui, selon eux, leur retire de l'argent à chaque passage. Et si les conducteurs refusent d'obtempérer, c'est la course-poursuite entre ces derniers et les agents. Une situation qui se termine souvent par des drames. C'est un reportage de Mohamed Karbabangoura. Malgré la décision de supprimer tous les barrages sur les axes routiers de l'intérieur du pays, force est de croire qu'il existe encore des endroits où des policiers et gendarmes continuent de faire subir toutes sortes de tracasseries aux automobilistes. C'est par exemple la route Koya-Forekaria. Alcini Kamara, chauffeur de minibus, pratique ce tronçon.
Je pratique la route Conakry-Samo pour nourrir la famille. Nous avons 8 barrages sur cette route. Chaque barrage, nous payons 20 000 francs guinéens. Il y a trop de barrages, mais franchement, les agents ne font pas bien leur travail. Amara Silla est aussi un habitué de cette route. Il déplore le comportement des agents de sécurité. On souffre sur cette route, il y a trop de barrages. Koya à Samo, chaque barrage c'est 20 000 francs que nous payons. Quand tu passes la nuit à Samo, le lendemain tu payes encore 20 000 francs. Si tu passes sans payer, te poursuivre, tu payeras 100 000 francs ou 150 000 francs. Assis à bord de son véhicule, Mohamed Lamine Souma circule sur le tronçon Koya-Benalaya. Pour ce conducteur, ces barrages constituent un problème pour les usagers. Nous avons beaucoup de problèmes sur cette route. Chaque barrage, tu payes 20 000. Nous avons plus de 6 barrages. Ils n'ont pas besoin de contrôler les papiers. Ils n'ont besoin que de l'argent. Même si vous avez tous les papiers, vous n'échapperez pas à cette tracasserie, déplore Terno Moussa Balde. Pour lui, c'est l'argent qui intéresse les agents au niveau des barrages. Permis Naïra, assurance chauffeur Naïra, CDAO. J'ai mon permis assurance CDAO, boîte pharmaceutique, mais ils ne regardent pas tout ça. Ils veulent seulement de l'argent, 20 000 francs. 20 000 Ces conducteurs qui se demandent quel est le rôle de ces agents au niveau des différents barrages invitent les autorités du plus haut niveau à prendre des mesures pour supprimer toutes ces barrières policières. Merci à vous Mohamed. Ce soir dans la 1-2, nous allons joindre Ibrahim Assouri Diallo, administrateur général du site La Guinée Info. Avec lui, nous allons parler de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui annule son assemblée générale ordinaire du samedi à venir. Mais avant, retrouvons Maria Madjomboba pour le Trans Info. Film Soir, Trans Info. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Transinfo au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko est de nouveau empêché de récupérer les fiches de collecte de parrainage. Son mandataire, le député Aïb Dafi, n'a pas été autorisé à entrer dans les locaux de la Direction générale des élections pour récupérer ces fameuses fiches. Il dénonce une injustice alors qu'un jugement rendu le 12 octobre dernier par la justice sénégalaise a ordonné la réinscription du leader du parti PASTEF sur les listes électorales et donc la possibilité de récupérer ces fiches de collecte de parrainage en vue de la présidentielle prévue le 25 février 2024. Et puis le président de la République démocratique du Congo a réuni ce 18 octobre 2023 à Kinshasa les officiers supérieurs de l'armée congolaise autour d'un repas. Avant un dîner, Félix Tshisekedi a tenu un discours offensif contre le Rwanda et a réitéré la détermination à en finir militairement avec le mouvement M23 et ses alliés, ce qui contraste avec les discours officiels mettant un accent sur la diplomatie. Ailleurs, Massa Amini, jeune étudiante iranienne d'origine kurde de 22 ans, remporte le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Décédée le 16 septembre 2022, 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés, la jeune femme est honorée à titre posthume conjointement au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Enfin, les États-Unis ont annoncé hier mercredi 18 octobre un allègement limité de leurs sanctions contre le Venezuela, saluant l'accord signé la veille entre les autorités et l'opposition en vue de la tenue d'une élection présidentielle en 2024. Une annonce aussitôt accueillie avec satisfaction par le président Nicolas Maduro. C'était Transinfo à tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup Diombo. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Et j'informe à nos auditeurs que Jules va parler dans l'actualité sportive de la France et des bombardements de l'armée israélienne à Gaza parce que oui, Mohamed Salah a pris la parole concernant cette actualité et puis de NBA. Mais tout à l'heure, nous allons retrouver notre confrère qui patiente déjà au bout de fil. Bonsoir Ibrahim Assouri Diallo. Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Il est déjà en direct. Bonsoir Ibrahim. Oui, bonsoir Maïmouna Asso, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bienvenue dans la 1-2 ce jeudi. Nous parlons de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui annule son assemblée générale ordinaire du samedi à venir. C'est pour manifester sa solidarité à la presse. Nous apprenons votre site d'information générale laguinée.info. Pour en parler justement, nous avons en direct Ibrahim Assouri Diallo, l'administrateur général du DICIT. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus. Alors, Guinée, l'UFDG annule l'AG du samedi pour manifester sa solidarité à la presse. C'est le titre de votre article sur cette actualité. Première question, depuis quand cette décision a été prise et comment avez-vous appris l'info, Ibrahim?
Oui, d'accord. D'abord, dans un communiqué, comme on l'a signalé dans notre média, rendu public ce jeudi, et donc copie a donc été transmise à notre rédaction, l'Union des forces démocratiques de Guinée a informé donc ses militants et sympathisants, ainsi que la presse nationale et internationale, qu'elle a donc décidé d'annuler son assemblée générale du samedi 21 octobre 2023, prévue donc à son siège à Komandanya. Et il faut dire, Maïmouna, que cette décision a été donc prise comme l'a indiqué donc le communiqué. C'est en protestation, en protestation donc de la marche réprimée de nos confrères le lundi dernier. Comme vous le savez, la marche qui avait été organisée par la presse était donc en soutien à notre confrère de guinématin.com, dont le site a été restreint depuis le 15 août dernier. On ne sait par qui et donc. D'accord. On l'a déjà signifié, la décision a été prise en signe de protestation et de solidarité à la presse guinéenne, ce qui veut dire que l'UFDG aussi n'a pas apprécié le traitement qui a été réservé aux journalistes qui ont manifesté lundi dernier pour dénoncer la restriction imposée au site guinématin.com. Alors, qu'est-ce que le parti dit d'autre réellement à propos de cette annulation ? Oui, l'UFDG a donc condamné avec la plus grande fermeté ces arrestations intervenues donc à la suite de cette manifestation et donc et la comédie judiciaire qui en a suivi, comme vous le savez, nos confrères 13 au total vont donc être jugés très bientôt selon le procureur près le tribunal de Kaloum. Et Maïmouna, il faut dire que selon nos informations, la décision qui a été prise pour annuler donc l'Assemblée générale de l'UFDG a été prise à l'occasion donc du conseil politique tenu donc hier mercredi 18 octobre 2023 au quartier général donc à Hamdallah. Et le parti donc dirigé par Telouda Diallo a fait savoir donc que la liberté de la presse est non négociable et que les journalistes doivent être protégés en tout instant et en tout lieu. Et le parti aussi a dénoncé donc les arrestations arbitraires et les bastonnades dont ont été victimes certains de nos confrères, notamment Foula Moriba, qui travaille dans un site donc de la place. D'accord, donc je voudrais quand même rappeler que cette décision d'annulation de l'Assemblée générale du parti dirigé par Telouda Diallo intervient quand même au lendemain donc de la sortie de Amnesty International à travers Fabien Hoffner, son représentant ici en Afrique de l'Ouest et centrale, qui a donc interpellé les autorités de Conakry à lever les restrictions qui sont imposées donc non seulement qui sont imposées donc au site de notre confrère guinématin.com et la levée totale justement de la décision qui interdit de manifester. Comme vous le savez, depuis quelques mois maintenant, toute manifestation a été interdite donc au niveau du territoire national. Donc, en tant qu'organisation internationale de défense des droits humains, cette organisation, cette ONG, donc, a interpellé le pouvoir de Conakry à lever cette décision quand même qui est contre donc la loi de les textes d'ailleurs en vigueur dans notre pays. Comme vous le savez, la manifestation est un droit consacré par la Constitution qui est suspendue bien sûr, mais par la charte. Merci beaucoup Ibrahima Sori, nous sommes obligés de vous lâcher afin de continuer cette édition. Merci quand même pour ce rappel. Et puis dans le grand format, nous nous intéressons au métier de vulcanisation ce soir. Vous suivrez ce reportage réalisé par Alassane Digué juste après l'édito de ce soir. Film Soir, l'édito. Devant la récurrence des accidents de la circulation, les jeunes semblent décidés à se rendre justice en brûlant les camions impliqués dans un accident, ce qui nous éloigne de l'état de droit pour lequel les Guinéens se battent depuis plusieurs décennies. Ce fut le cas à Nongo la semaine dernière, ce fut encore le cas ce mercredi à Sangoya. Ce quartier avait ce mercredi l'allure de Bambeto et causa un jour de manifestation. Pendant ce temps, la police se préoccupe à arrondir les fins de mois. Voici l'éditorial avec Habib Yamberan Diallo. Les familles des victimes de l'accident survenu la semaine dernière à Nongo n'ont pas fini de sécher leurs larmes. D'autres familles sont de nouveau endeuillées, toujours par les mêmes chauffards imprudents à tout bout de champ. Partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme à Nongo la semaine dernière, le quartier Sanoya dans la préfecture de Koya avait l'allure de Bambeto et causa un jour de manifestation ce mercredi. En cause, un chauffard a broyé un homme et une femme qui roulaient à moto. Après l'accident, la zone a connu des troubles jusque tard dans la nuit.
Ce nouvel accident a été causé une nouvelle fois par l'imprudence et le manque de respect du code de la route. Devant les accidents devenus de plus en plus récurrents, les citoyens ont décidé de se rendre justice en brûlant les camions auteurs d'accidents, ce qui nous éloigne de l'état de droit pour lequel nous nous battons depuis plusieurs décennies. À plusieurs endroits, les jeunes ont brûlé un camion impliqué dans un accident. Désormais, ils ne s'arrêtent pas là. Ils brûlent aussi des pneus sur la route pour empêcher les autres citoyens, tout autant victimes, de circuler, comme ce fut le cas hier à Sanoya, où les stigmates de la violence sont encore intacts. Devant cette situation, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, tout d'abord au niveau de l'attribution des permis de conduire. Dans une société civilisée, n'est pas chauffeur n'importe qui, surtout pour un camion. Ici, la réalité est tout autre. La profession de chauffeur, autrefois réservée à une catégorie de personnes reconnues pour leurs compétences en la matière, est devenue un fourre-tout. Du jour au lendemain, on peut voir un jeune dont l'aspect physique donne l'impression qu'il est sorti d'un hôpital psychiatrique derrière le volant d'un gros camion. Un camion qui ne respecte aucune règle de la conduite automobile, si bien que désormais, lorsqu'il y a des embouteillages, ces gros camions cherchent à se frayer un passage comme les taxis. Et bonjour les dégâts. La circulation routière demeure l'une des gangrènes de la société guinéenne. La police, souvent mal formée, se préoccupe plus à arrondir les fins de mois plutôt difficiles qu'à mettre de l'ordre dans la circulation. En la matière, la Guinée a encore du chemin à faire, aussi bien dans le transport urbain que dans celui des zones rurales. Pour nous éviter l'hécatombe, il est impératif de mettre en place une véritable réforme dans ces secteurs, avec l'implication des ministères de la Sécurité, des Transports et même de la Justice. Car s'il y a autant d'accidents dans la circulation, c'est parce que justement la sécurité et la justice ont démissionné dans ces domaines. Vivement donc des mesures draconiennes pour mettre fin à l'anarchie sur la route. 18h passées de 42 minutes. Merci messieurs Diallo. On enchaîne avec le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Nous nous intéressons dans ce grand format au métier de vulcanisation, une activité pratiquée par de nombreux jeunes à Conakry. À chaque coin de rue, on aperçoit des pneumatiques prêts à rendre service aux détenteurs d'engins roulants. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux pour savoir dans quelles conditions ils exercent leur activité. Suivez ce grand format réalisé par notre journaliste Al-Hassan Djigé. Si le métier de vulcanisation était autrefois peu pratiqué, il est de nos jours très convoité par de nombreux jeunes comme Youssouf Konaté qui a un garage au quartier Yataya. Le travail là, c'est le courage. Tu vas demander à quelqu'un il fait au travail, il va dire non. Il dit que le travail là se dit et aussi tu vas trop sale dans ça quoi. Mais quand tu regardes ça là, tu ne vas pas avoir l'argent. Chaque jour toi tu te sapes, tu sors, tu vas aller au café, aller bouffer, tu vois tes amis, ouais, donne-moi 1000 francs, donne-moi 5 000. Ça va pas suffire. Eh, Diaoulade, ça va pas suffire grand. Moi je me marie dans ça. J'ai commencé ça en 2013. Aujourd'hui j'ai construit à le village 300 salons là-bas. Je suis avec ma femme, avec mon petit frère aussi. Aujourd'hui, il y a 3 enfants. Mohamed Silla pratique aussi cette activité. Il parle des difficultés liées à ce travail. Chez nous ici en Guinée, il n'y a pas les machines. Parce que le travail là, très difficile. Si c'est avec les matériels qu'on travaille là, c'est avec la force. Avec choses là, les démarrables qu'on tape les pneus là. C'est très fatigant encore. Mais chez les blancs là-bas, si c'est avec les machines, on peut faire tout avec ça. Même s'il y en a, mais il n'y en a pas avec nous ici. C'est ce qui est notre difficulté. Maître Mamadou Djouma Diallo pratique cette activité depuis maintenant 13 ans. Ce qu'il déplore, c'est l'envahissement du métier par des amateurs. Précédemment, il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce métier. Mais actuellement, beaucoup de personnes se sont invitées dedans. Même ceux qui ne savent pas bien faire le travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup dedans. Puisqu'on retrouve tout genre de personnes dans ce métier. La pratique de ce métier nécessite beaucoup plus d'énergie et de force. C'est pourquoi Mohamed Silla invite les dirigeants guinéens à les aider à avoir des matériels de travail. Comme les machines pour enlever les pneus, démonter table là, et puis faire descendre sans te fatiguer quoi. Parce qu'avec la fatigue là, à la fin, ça va te fatiguer. Il n'y aura pas beaucoup de force maintenant. Donc c'est pour cela qu'on peut appeler l'État aussi pour nous aider au moins à avoir les machines pour démonter les pneus et remonter encore. À noter qu'il existe de nos jours des machines électriques avec lesquelles on peut facilement séparer un pneu de sa jante en toute tranquillité. Mais force est de constater que la plupart des vulcanisateurs travaillent de façon rudimentaire.
Merci beaucoup. L'actualité culturelle, c'est dans un instant avec vous, Binta Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Maïmouna. Bonsoir à tous. Et je vais vous reprendre dans un instant. Juste après l'actualité sportive, cette fois présentée par Jules Diallo, qui est déjà en direct. Et on vous reçoit dans un instant. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Bonsoir Jules et bienvenue. Bonsoir Maïmouna. Direction la France, Karim Benzema envisage de poursuivre le ministre de l'Intérieur en justice. Le soutien de Karim Benzema à la cause palestinienne ne passe pas en France. Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur sur le plateau de CNews, a assuré que le Ballon d'Or 2022 était en lien notoire avec les frères musulmans. 2 jours après cette sortie, l'attaquant d'Al-Ittihad envisage de poursuivre le ministre de l'Intérieur en justice, rapporte Le Parisien. Ce mercredi, nous réfléchissons à des poursuites à l'encontre de ce ministre en application par exemple de la loi sur la manipulation de l'information chère à notre gouvernement et de la diffamation, voire de l'injure publique, parce que ce lien inexistant avec les frères musulmans, qui dit pourtant notoire, est évidemment présenté comme dépréciatif, détaille Maître Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema dans les colonnes du Parisien. Il n'est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme. C'est l'actualité majeure dans le monde depuis quelques semaines. Bombardement de l'armée israélienne à Gaza. Mo Salah prend la parole. Mohamed Salah n'a jamais caché son soutien au peuple palestinien et ce mercredi, il a encore prouvé, alors que les gouvernements européens traquent et sanctionnent les sportifs souteneurs de la cause palestinienne depuis qu'Israël bombarde quotidiennement Gaza. L'ailier de Liverpool a pris la parole. Il vient de poster sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il condamne la violence et demande que l'aide humanitaire puisse parvenir à Gaza. Le pharaon qualifie d'horrible bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne. Salah invite par ailleurs la communauté internationale à réagir pour que l'aide humanitaire puisse parvenir aux Palestiniens qui sont actuellement dans des conditions très difficiles. Du NBA pour terminer, Jules, absent de la pré-saison, Joel Embiid est malade. MVP de la dernière saison, Joel Embiid n'a pour le moment participé à aucun match de pré-saison de Philadelphie. L'Américain d'origine camerounaise serait malade. La nature de la maladie et la date de son retour n'ont pas été divulguées. Les Sixers connaissent un été mouvementé. Sur le banc, Doc Rivers a cédé la place à Nick Nurse, champion NBA 2019 avec Toronto. Et James Harden, arrivé à Philly il y a 18 mois pour aider la franchise à remporter le titre, est en froid avec les dirigeants. Il a demandé à être transféré et ne joue donc pas les matchs de préparation. Merci beaucoup, Jules. Merci. Nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres infos sur cette même antenne. Je reçois à présent, comme convenu, Binta Diallo. Film Soir. Info Culture. Nous allons développer 2 actualités avec vous. Bonsoir de nouveau, Binta. Bonsoir. Pour commencer, le groupe PNL a interpellé Emmanuel Macron, le président français, après le bombardement d'un hôpital à Gaza. Les 2 rappeurs de la formation ont enjoint le président de la République à soutenir les civils en Palestine. Ils renouvellent leur soutien aux civils palestiniens victimes de bombardements à Gaza sur les réseaux sociaux. Les 2 membres du groupe de rap PNL multiplient depuis plusieurs jours les prises de parole en soutien aux civils palestiniens et israéliens touchés par le conflit qui oppose le Hamas à l'État hébreu. Mercredi, au lendemain du bombardement d'un hôpital de Gaza, le duo a interpellé le président de la République Emmanuel Macron. Sachez que nous sommes tous fiers d'être français, commence le message signé à des mots. L'un des membres du duo est repris par Nos, le 2e rappeur de la formation. Nous condamnons les attaques du Hamas sur des enfants et civils innocents, poursuivent-ils en guise de préambule. Avant d'en venir au cœur de leur message, nous ressentons une injustice qui se déroule à des milliers de kilomètres de nous. Personnellement, je me demande comment peut-on manger tranquillement en regardant ces atrocités ou même dormir sur ses 2 oreilles comme si de rien n'était, poursuivent-ils. Pour terminer, le FC Barcelone jouera avec le logo des Rolling Stones sur le maillot lors du Classico. C'est officiel, la bouche à la langue tirée, emblème du groupe britannique, les Rolling Stones ornera le devant des maillots des joueurs du FC Barcelone. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi qu'il porterait le logo du célèbre groupe de rock des Rolling Stones sur le devant de
son maillot lors du Classico contre le Real Madrid le 28 octobre prochain à l'occasion de la 11e journée de Liga. La bouche à la langue tirée, emblème du groupe britannique, remplacera également le logo de la plateforme de streaming audio Spotify, sponsor principal du Barça depuis 2022 sur des maillots de l'équipe féminine pour le Classico du 19 novembre, précise le communiqué du club. Et puis, pour terminer, le montant du partenariat qui court sur plusieurs saisons n'a pas été rendu public lors de la signature, mais selon la presse spécialisée, il pourrait rapporter 435 millions d'euros au Barça, en incluant le naming du Camp Nou. C'est beaucoup, hein. Merci beaucoup, Binta. Nous poursuivons Film Soir avec l'invité. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Je vous l'annonçais au début, l'invité de Film Soir ce jeudi est Abdoulaye Bari, porte-parole du mouvement syndical dans les négociations tripartites pour l'augmentation de salaire des travailleurs guinéens. Il dresse le point de l'évolution des discussions ce jeudi, même au ministère de la fonction publique. Pour le moment, les lignes peinent à bouger, explique le syndicaliste qui rassure sur la poursuite des négociations. Il est interrogé par notre journaliste Mamadou Oïdialo. Monsieur Bari, bonsoir. Bonsoir. Les négociations tripartites se sont poursuivies ce jeudi au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique. L'augmentation des salaires est le point d'achoppement. On va aller pas à pas. On va prendre d'abord le secteur privé. Quel est le point de la situation à l'issue de la journée d'aujourd'hui? Par rapport au secteur privé, on peut noter que le patronat guinéen aujourd'hui a des problèmes graves vis-à-vis des directeurs généraux des entreprises en Guinée. Vous savez, le monde du travail côté secteur privé organisé de la façon suivante. Il y a les entreprises qui constituent aujourd'hui un seul bureau qu'on appelle la CGI, qui est dirigé par M. Kabaguider. Donc, nous avons compris qu'ils n'ont pas pu convaincre, faire fédérer tous les responsables des différentes entreprises en Guinée afin qu'ils puissent faire des propositions par secteur d'activité. Donc, nous avons aujourd'hui même discuté. Nous avons monté le modèle de la Côte d'Ivoire qui a été signé à la date du 6 juin 2023, où le patronat ivoirien même a accepté de faire des augmentations par le secteur d'activité. Et finalement, le ministre du Travail ivoirien a pris un arrêté. Donc, au vu aussi de tout ça là, le patronat en Guinée s'est engagé aussi d'aller, les directeurs généraux, d'accepter vraiment ce modèle-là, afin qu'ils puissent nous revenir plus tard le 9 novembre, parce que c'est une augmentation qui concerne le secteur. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes optimiste que les patrons d'entreprise par secteur d'activité peuvent souscrire à cette démarche d'augmenter le salaire par secteur d'activité? Pour le moment, nous ne sommes pas encore totalement convaincus, parce que si depuis le 20 avril, nous avons déposé cette plateforme revendicative, et que le patronat guinéen a ce problème de convaincre les différents secteurs, pour le moment, nous ne sommes pas encore convaincus à 100%. Alors, est-ce qu'on peut dire que la présence de certains membres du gouvernement dans les négociations est un élément fondamental qui peut vous rassurer par rapport à la poursuite des négociations? Vous savez, par rapport aux conventions ratifiées par le BIT, c'est le tripartisme. C'est pour cela que nous sommes autour de cette table aujourd'hui, le gouvernement, le patronat et les travailleurs qui sont représentés par le mouvement syndical guinéen. Donc, c'est quelque chose qui nous rassure parce que c'est reconnu par le PIT. Et nous sommes sûrs que le gouvernement guinéen, quand même, ne va pas laisser les patrons, les employeurs de la Guinée violer et refuser d'augmenter quand même les salaires des travailleurs guinéens. Parce qu'il faut le dire, les entreprises en Guinée font beaucoup de chiffre d'affaires. Qu'en est-il du côté des fonctionnaires d'État? Par rapport aux travailleurs de la fonction publique, honnêtement pour vous dire la vérité, nous avons essayé de discuter avec notre partenaire direct qui est le ministre en charge du travail, le ministre Julien Yumbono, qui nous a dit qu'il comprend aujourd'hui l'inquiétude du mouvement syndical guinéen. Il faudrait bien que tout régime qui vient, les gens s'attendent vraiment à des augmentations. Puisque aujourd'hui, lui, la preuve qu'il a reçu, c'est 20%, il n'est pas se prononcer au-dessus de cela, qu'il est en train de trouver des votes témoins pour essayer de convaincre sa hiérarchie, c'est-à-dire le Premier ministre. Le Premier ministre, à son tour aussi, va aller envers le président de la République
pour voir dans la mesure du possible pour pouvoir augmenter et améliorer l'enveloppe de 20%. Face à ce schéma de négociation qui traîne, quelles sont les options sur la table pour vous les syndicalistes? Il y a plusieurs options. Nous allons d'abord attendre jusqu'à ce que le gouvernement nous dise non, c'est pas possible. Là, c'est le moment, nous allons inviter les travailleurs à l'Assemblée générale et nous allons prendre notre responsabilité parce que la dernière fois, comme vous le savez, les travailleurs voudraient qu'on dépose une plateforme, un préavis de grève. Maintenant, s'ils s'insistent encore sur ce préavis de grève, nous serons obligés de déposer le préavis de grève s'il faut aller en grève pour contraindre vraiment au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de la Guinée. M. Barry, merci d'avoir répondu à nos questions et votre disponibilité. Merci beaucoup. Le mouvement syndical vous remercie. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. 55 minutes de direct pour vous informer. Merci à Mamadou Aliou Bangoura et Diara Girassi qui ont réalisé le grand journal de ce jeudi soir. Je remercie également nos techniciens, reporters, correspondants et auditeurs. C'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.